Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Béatrice Diliz. Donc Béatrice Diliz, vous êtes journaliste et vous venez de publier dans la collection Chronos de l'Harmattan un livre qui s'intitule « Un génocide oublié, la voix brisée du peuple kurde ». Dans ce livre, vous retracez l'historique de ce qui a été nommé l'opération Anfal, soit le bombardement de régions peuplées par des Kurdes en Irak pendant la dictature de Saddam Hussein. Alors, avant de parler des faits, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez réalisé votre travail, comment vous avez procédé pour faire votre travail documentaire ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Concernant ce livre, je voulais d'abord m'assurer d'une chose, c'est que je pourrais travailler et écrire librement. Je voulais pouvoir documenter le génocide sans entrave et avoir une vision exacte de ce qui s'était passé. Donc, n'ayant aucun contact sur place, hormis mes amis kurdes francophones, il fallait que j'aille au ministère des Martyrs et des Affaires Anfal pour exposer mon projet. J'avais besoin d'eux, mais j'avais aussi des conditions. Et donc, avec mon ami Zuber qui m'a demandé de pouvoir écrire l'histoire du génocide kurde et de documenter ce qui s'était passé dans les années 80 au départ, je voulais que tout se fasse en toute liberté. Je connaissais les clivages politiques. Pour moi, il était hors de question que le PDK ou l'UPK tirent la couverture à eux. Je voulais pouvoir interroger des rescapés de toutes les tendances politiques, de toutes les régions du Kurdistan, et puis aussi de tous les milieux sociaux. Donc vous avez eu des garanties qui vous paraissaient suffisantes pour pouvoir aller sur place et aller à la rencontre des victimes qui correspondaient donc à une pluralité de sensibilités politiques. Oui. D'ailleurs, je dois dire que le ministère a parfaitement joué le jeu de ce point de vue-là. J'ai pu aller partout au Kurdistan, absolument dans toutes les régions du Kurdistan, et j'ai pu interroger des témoins de toutes origines. J'ai sélectionné moi-même ce que je souhaitais interroger dans une liste qu'on m'avait fournie. Et donc, voilà. Mais ce premier rendez-vous, quand même, au ministère des Martyrs et des Affaires d'Anfal a été important et capital pour la suite du livre. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était l'histoire d'Anfal. C'est effectivement avec cette idée que je me suis rendue au Kurdistan. J'avais 4 mois de congé que je pouvais consacrer à cette enquête dans un premier temps. Finalement, j'y en ai consacré beaucoup plus. Et je partais au départ, effectivement, pour raconter l'histoire d'Anfal. Sauf que dans ce premier rendez-vous, on m'a aussi parlé de massacres importants qui avaient été commis par l'armée irakienne en 69, de la déportation des Fayli, qui sont des Kurdes chiites. On m'a parlé des 8000 de Barzan, des conséquences de l'arabisation dans les années 70 et 80. Et ça m'a donné la conviction, en fait, que le génocide kurde, c'était pas seulement les 182 000 morts dont on parle souvent en 1988. Et en réalité, je partais pour étudier 6 mois de l'histoire kurde. Et après 7 mois au total sur le terrain, lors de mes différentes vacances, je suis revenue avec de la matière pour raconter 50 ans d'histoire kurde, malheureusement, puisque je fais commencer, après une introduction de mise en perspective sur les conséquences du traité de Lausanne en 1923, je date le début de la politique génocidaire du régime kurde à l'arrivée du parti Baas au pouvoir en 1968. Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus large que celle de simplement de l'opération Anfal qui a eu lieu de février à septembre 1988. Ouais, donc effectivement, dans votre ouvrage, il y a ce choix intéressant justement de pouvoir avoir une perspective qui est historique sur les événements, avec une construction de votre livre qui est selon un ordre chronologique des événements. Effectivement, moi, c'est une des premières choses qui m'a marquée, c'est de me rendre compte que bien antérieurement à la date de 1988, il y a eu des faits extrêmement graves qui se sont produits. Et donc, vous avez fait ce choix-là de pouvoir les relater et d'expliquer qu'il y avait eu comme des signes précurseurs ou des prémices à ce qui s'est passé en 1988.
Alors pour rentrer justement sur les événements tragiques de 1988, donc c'est une opération qui porte ce nom de Anfal. Ce sont des opérations qui ont été ordonnées par le régime irakien de Saddam Hussein, qui ont été dirigées par son cousin, dont le vrai nom est Ali Hassan al-Majid, mais qui est aussi connu sous le nom de Ali le chimiste. Alors l'épisode le plus marquant de ce génocide, c'est le bombardement aux armes chimiques de la ville kurde d'Halabja, le 16 mars 1988. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ce génocide a été mis en œuvre et comment ça correspond en fait à des dates précises qui elles-mêmes correspondent à des régions précises qui ont été ciblées? Tout à fait. Donc le bombardement chimique d'Halabja dont vous parlez, c'est 5000 morts et 10 000 blessés en 24 heures. Mais ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg, si je peux dire. La façon dont pour moi, il est question d'une solution finale. Quand on parle de l'opération Anfal, c'est la solution finale à la question kurde et du point de vue, en tout cas, du régime bassiste de l'époque. Puisque c'est l'aboutissement d'une politique génocidaire commencée 20 ans plus tôt. J'ai commencé au départ effectivement à me documenter sur Anfal, qui est décidé au printemps 1987. 1988, c'est son application qui fait froid dans le dos, mais c'est en 1987 qu'Ali le chimique, car c'est celui qui va être connu comme Ali le chimique, décide de la mise en œuvre de la solution finale. La bascule se fait quand il est nommé secrétaire général du Bureau Nord, fin mars 1987, et c'est lui qui théorise les conditions d'application de la solution finale après les premiers bombardements chimiques autorisés par Saddam Hussein en avril 1987 dans la vallée de Balissan. Donc, le 3 juin 1987, Ali Hassan al-Majid, de son vrai nom, signe une directive qui délimite 8 zones interdites au Kurdistan. Et le 20 juin 1987, il adopte la fameuse directive 4008, selon laquelle les troupes pourront ouvrir le feu sans aucune restriction dans les 8 zones concernées par l'opération Anfal. Anfal étant le nom d'une sourate du Coran, qui permet à tous les services de l'armée, tous les services et toute l'administration irakienne d'unir ses forces et ses moyens pour anéantir le peuple kurde. Donc plus rien de vivant ne doit subsister dans ces territoires, pas même les animaux. On se retrouve avec une multiplication des bombardements chimiques dans ces secteurs-là à partir du 23 février 1988. Donc bombardement chimique avec ce qui était alors appelé les munitions spéciales, puisque il s'agissait d'une information classifiée et dans tous les courriers top secrets que j'ai pu consulter lors de mon enquête sur place sur le terrain, le terme de bombardement chimique n'est pas mentionné. On parle de munitions spéciales, qui est aussi un des facteurs du génocide, puisque ces armes chimiques ont été utilisées essentiellement contre des civils. Il faut préciser quand même, c'est important, que nous sommes dans le contexte de la guerre Iran-Irak, et les Kurdes qui se rendent donc sont mis dans des camps de concentration. Les hommes de 15 à 70 ans sont séparés des femmes et beaucoup vont disparaître. On retrouve avec des Kurdes qui ont le choix s'ils continuent de résister, ils sont considérés comme des Iraniens, donc des ennemis à abattre. Mais ceux qui se rendent n'ont pas un sort bien meilleur, parce que beaucoup mourront aussi dans les camps de concentration les suites des mauvais traitements qu'ils auront subis. Oui, donc concrètement, pour chaque zone qui a été délimitée par Ali le chimiste, il y a des bombardements qui vont durer plusieurs jours. Est-ce que pour ces 8 bombardements qui ont eu lieu, on sait si l'utilisation d'armes chimiques a été systématique sur l'ensemble des 8 zones? Il y a eu des bombardements chimiques sur les 8 zones. Tous les villages n'ont pas systématiquement été bombardés au chimique, mais une bonne partie des villages, oui, il y a eu des bombardements chimiques. D'autres ont été rasés avec des armes plus conventionnelles. Comment ont été choisies les zones à bombarder au chimique et celles qui étaient bombardées avec des armes plus traditionnelles? Alors ça, je suis pas rentrée dans ce mystère-là, parce que on peut pas dire que la proximité de camps de Peshmerga
était une motivation absolue sur l'utilisation des gaz chimiques, puisque certains villages n'étaient pas à proximité de camps de peshmerga et ont néanmoins été bombardés au chimique. Donc voilà, en revanche, ce qui est intéressant dans ce mode opératoire, et c'est ce qui m'a permis aussi de remettre l'histoire du génocide en perspective depuis 1968, c'est que au départ, en commençant à étudier l'opération Anfal, le fait qu'il divise le territoire et la population kurde en sous-parties pour les éliminer les unes après les autres, une fois que l'Anfal 1 était totalement vidé de sa population et que plus âme qui vive ne restait sur le territoire, on pensait au territoire du Anfal suivant et on éliminait un territoire après l'autre pour concentrer les forces sur ne pas disperser leurs forces plus précisément. Et quand on regarde la mise en perspective historique, ce qui fait que moi je considère qu'il y a un seul génocide, alors que très souvent au Kurdistan, vous avez des commémorations pour différents génocides. On va commémorer le génocide des Faïdi, on va commémorer le génocide des Barzani, on va considérer quasiment comme génocide distinct les 8 Anfal, chaque secteur géographique commémorant son génocide. Mais sur le plan de l'organisation et de la méthodologie, c'est un seul et même mode opératoire, puisque on s'aperçoit que depuis 69, le régime a procédé de la même façon, en commençant par d'une certaine manière un génocide à bas bruit, en ciblant d'abord les Faïlus, qui étaient des Kurdes chiites, qui étaient une minorité dans la minorité, parce que les Kurdes chiites étaient principalement le long de la frontière entre l'Irak et l'Iran, et dans la ville de Bagdad, où ils avaient beaucoup d'entreprises. Voilà, ils ont commencé par stigmatiser les Kurdes chiites qui ont été spoliés, déchus de leur nationalité, déportés ou renvoyés plus précisément, expulsés en Iran. Après, ils s'en sont pris dans les années 70 aux Kurdes de Barzan. Donc Barzan, le clan qui réfère au clan Barzani, puisque les noms de famille sont souvent en lien avec des zones géographiques. Donc, entre 200 et 300 000 Kurdes de Barzan ont été déportés, ont dû quitter de force leurs montagnes verdoyantes pour être mis dans des camps de toile dans le sud de l'Irak en plein désert. Beaucoup sont morts là. Entre 82 et 83, les survivants ont été ramenés dans des camps de concentration autour d'Erbil. Et c'est là que l'été 83, l'armée a fait des razzias pour arrêter 8000 hommes de 9 ans et plus qui ont disparu. Ensuite, il y a eu la période d'arabisation. Donc, en fait, le Kurdistan a été divisé non pas seulement en 1988, mais depuis 1968, dès l'arrivée au pouvoir des bassistes, en plusieurs sous-parties qui étaient, entre guillemets, traitées les unes après les autres dans le but, tout simplement, d'arabiser le Kurdistan et de s'emparer concrètement de cette terre qui devait appartenir aux Arabes. Voilà. Alors, vous avez employé un terme qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les peshmerga ? Les peshmerga, ceux qui vont au devant de la mort, qui sont les résistants, c'est eux donc qui ont refusé de cette arabisation, qui défendait l'identité kurde de la terre kurde et qui ont combattu, harcelé les troupes du régime, refusant de quitter le Kurdistan tout simplement, puisque l'idée était d'éradiquer l'intégralité des villages du Kurdistan pour concentrer les Kurdes dans des villes et pouvoir mieux les contrôler. Les peshmerga ont refusé ce diktat du régime et ont tenté de résister les armes à la main. Voilà, comme en 40 en France, ils étaient plutôt minoritaires quand même à avoir pris les armes, mais globalement assez soutenus par la population kurde. Alors, dans votre ouvrage, vous avez choisi l'angle du récit personnel en relatant des récits de nombreuses personnes victimes qui ont survécu. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Pour moi, c'était important de
que les lecteurs, 182 000 morts en 88 par exemple, autour de 400 000 depuis la fin des années 60. C'est une statistique et il n'y a pas plus froid qu'une statistique. Sauf que derrière ces morts, il y avait des histoires de vie, il y avait des familles, il y avait des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des parents, des gens qui avaient une vie, qui étaient heureux et qui méritaient pas leur sort. Donc, je voulais que les lecteurs, que les Français en particulier, qui connaissent pas l'histoire kurde, touchent du doigt de façon quasi intime ce que pouvait être la vie et le ressenti des victimes à l'époque, d'où une écriture que je dirais quasiment cinématographique. Je plonge les lecteurs à l'époque des faits. Ils se retrouvent quasiment caméra subjective au milieu de l'action pour toucher du doigt aussi intimement ce qui est arrivé aux Kurdes, parce que finalement on est sur ce génocide. C'est pas seulement un génocide contre les Kurdes, c'est un génocide contre l'humanité. On parle de crime contre l'humanité. Le génocide est un stade encore supérieur. S'en prendre aux Kurdes à l'époque, c'est s'en prendre à soi-même, Français, Allemands, Espagnols, Mexicains, Chinois. C'est s'en prendre à l'humanité dans la façon dont on cherche à éradiquer un peuple. Et ça, ça me paraissait important que les lecteurs le touchent du doigt ou presque le ressentent dans leur tripes, quoi, en étant à travers ces témoignages de vécu, en se mettant aussi à la place des victimes, qui est une forme d'empathie et de projection du lecteur, qu'ils comprennent aussi pourquoi il est si important pour les Kurdes aujourd'hui que le monde et la communauté internationale dans son ensemble reconnaissent le génocide kurde, quoi. Et ça, on ne peut le comprendre, on ne le touche du doigt qu'en ressentant ce que les victimes les victimes et les rescapés ont pu ressentir. C'est un exercice toujours un peu difficile, surtout quand on parle de génocide, c'est de sortir du manichéisme en disant qu'il y avait les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Et vous avez fait le choix de cette vérité historique aussi en rappelant que il y a eu des Kurdes qui ont collaboré avec le régime de Saddam Hussein et que d'autres populations qui n'étaient pas kurdes ont risqué leur vie pour pouvoir sauver des Kurdes. C'était important pour vous aussi, alors évidemment c'était des exceptions, mais c'était important pour vous aussi de relater cette réalité-là? Des exceptions, oui, mais effectivement, c'est important pour l'avenir, parce que de la même façon qu'on peut pas dire qu'il y a une identité arabe de la terre kurde, comme l'a proclamé la 3e conférence du Parti Basse en 1971, on peut pas non plus dire que ce qui s'est passé ensuite dans les années 70-80, c'était les gentils Kurdes face aux méchants arabes. Parce que d'abord, au sein des Kurdes, il y avait ce que les Kurdes appellent les Jash, donc qui étaient alors Jash en kurde, si on peut les traduire par des ânes, qui en fait étaient considérés par des traîtres comme les Peshmerga, et qui servaient le régime, alors que d'autres, en l'occurrence les Peshmerga, avaient choisi de résister les armes à la main. On a connu ça aussi pendant la Seconde Guerre mondiale en France, ou dans d'autres cas de figure similaires. Donc, dans ces Jash, vous aviez une minorité qui était convaincue par l'idée de servir le régime bassiste. Une majorité très certainement qui était des pauvres diables, entre guillemets, animés par la peur et qui voulaient tout simplement sauver leur peau. Pour sortir des caricatures, y compris sur les Jash, il faut savoir quand même que nombre d'entre eux ont servi, entre guillemets, d'indic aux Peshmerga et pouvaient les renseigner aussi sur les mouvements de troupes de l'armée irakienne. Je parle dans le livre, c'est une des premières histoires du massacre de Dakan, et les Peshmerga ont été avertis la veille de l'attaque par des sources internes, bien entendu. Donc parfois les Jash pouvaient aussi avoir leur utilité pour la résistance. En tout cas, voilà, il y a des Jash qui ont dénoncé des Kurdes et qui ont fait assassiner des Kurdes, et il y a aussi des Jash qui ont permis à des Kurdes de se sauver. Et de la même manière, vous avez des soldats, et à tous les niveaux de grade de l'armée irakienne, qui ont fermé les yeux
alors que des Kurdes étaient en train et qui ont fermé les yeux sciemment, alors que des Kurdes étaient en train de s'évader. Il y avait des Kurdes qui ont aussi été sauvés par des Bédouins arabes dans le sud du pays, où étaient prévus des charniers où on enterrait les corps de Kurdes par dizaines. Et je pense à un en particulier qui a réussi à s'extirper de nuit d'un des trous avant qu'il soit recouvert par une pelle mécanique, qui a vu sa mère, ses tantes et ses sœurs mitraillées, comme lui d'ailleurs, qui a pris 3 balles par les soldats qui étaient de part et d'autre du trou. Une dizaine de trous creusés à la pelle mécanique dans le désert, alignés sur plusieurs dizaines de mètres. Il était sur un des premiers, il a pu s'extirper du trou pendant que les soldats allaient mitrailler les trous suivants. Et ce jeune Kurde de 13 ans a été sauvé par des bergers arabes nomades du désert. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ce qui est en cause, c'est pas l'arabité en l'occurrence non plus, c'est une idéologie, une idéologie politique qui était une idéologie raciste, celle des bassistes, et c'est pas le fait d'être arabe, quoi. Je préfère le dire à ceux qui pourraient être tentés d'utiliser le livre pour dire voyez les Arabes, voilà, on sait ce qui peut être dit en France parfois sur les Arabes. En l'occurrence, non, c'est pas cette arabité qui était en cause, c'était vraiment une idéologie. Et d'ailleurs, quand le régime bassiste est tombé suite à l'arrestation de Saddam Hussein fin 2003, le régime suivant a fini par reconnaître officiellement le génocide kurde. Donc alors vous avez voilà. commencé à donner quelques chiffres, mais je pense que c'est pas inutile de les rappeler. Donc est-ce que vous pouvez nous redonner quelques bilans chiffrés de ce génocide et pourquoi ces chiffres-là précisément permettent aussi d'employer ce qualificatif qui n'est pas encore reconnu par tout le monde. On va y revenir, mais pourquoi on peut parler de génocide au vu des chiffres et au vu des méthodes qui ont été employées? Pour l'instant, le génocide n'est pas reconnu parce que déjà, il faut savoir que la décision de créer la Cour pénale internationale a été prise à Rome en juillet 1998 et que la CPI n'entre en vigueur à La Haye que le 1er juillet 2002. Donc, il se trouve que sa compétence n'est pas rétroactive. Malgré tout, effectivement, et mon livre le démontre, les Kurdes ont été victimes d'un génocide au regard du droit pénal international, parce que ils ont été visés en tant que Kurdes, que l'objectif du régime était bien d'annihiler le peuple kurde, de l'éliminer, et que tous les critères habituels du génocide ont été utilisés, de la spoliation, les déportations, élimination par les armes ou par les bombardements chimiques, puisque de très très nombreux villages ont été bombardés, avec des civils ont été bombardés avec les gaz chimiques. L'objectif était bel et bien d'éliminer le peuple kurde. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de reconnaissance officielle pour l'instant du génocide kurde par la Cour pénale internationale, puisque les faits globalement se sont passés antérieurement à 2002, il y a toutefois eu un jugement quand même pris en 2005, si mes souvenirs sont bons, à l'encontre d'un Hollandais, Van Anraat, qui a été condamné à 15 ans de prison en décembre 2005 pour avoir fourni des milliers de tonnes de matières premières qui ont servi à faire des bombes chimiques. Alors, la Cour a estimé qu'il ne pouvait pas connaître les intentions génocidaires du régime. Toutefois, dans ses attendus, elle a quand même indiqué, notamment concernant le génocide d'Al-Abja, qu'il apportait légalement et de manière convaincante la preuve que la population kurde satisfait aux exigences des conventions sur le génocide en tant que groupe ethnique. Donc, ça a été une première décision symbolique forte. Ce n'est pas le régime en tant que tel qui a été poursuivi, mais un citoyen d'un des pays signataires de la Convention de Rome qui a abouti à la création de la Cour pénale internationale.
d'où le fait qu'il ait été poursuivi à titre individuel. Donc, on n'est pas encore sur la reconnaissance officielle d'un génocide en tant que tel, puisque cette cour ne peut pas statuer légalement sur l'ensemble du génocide, mais elle a quand même fait passer des messages indiquant que les Kurdes avaient été victimes d'un génocide. Est-ce que vous pouvez nous redonner les chiffres également en termes de personnes qui ont été assassinées? Dans la période de ce que j'appelle la solution finale, donc entre le 23 février 1988 et le 6 septembre 1988, le chiffre le plus communément cité est de 182 000 Kurdes tués, morts ou disparus, on va dire. Si l'on englobe toutes les phases préliminaires du génocide, qui pour moi font partie intégrante du génocide depuis la fin des années 60, on est autour de 450 000 morts. Voilà. Alors vous avez employé un terme qui est important, c'est que vous avez dit tués ou disparus. Donc effectivement, il y a aussi cette difficulté-là pour les survivants d'avoir longtemps eu cet espoir que les personnes disparues ne soient que disparues. Et ce n'est que des dizaines d'années plus tard que elles ont eu cette certitude que les personnes avaient été assassinées. Effectivement, le premier charnier dans le sud du désert irakien est découvert en 2005, si je ne m'abuse. 507 ou 512 corps sont exhumés, donc en l'occurrence des squelettes, dont on sait avec certitude qu'ils étaient des Kurdes de Barzan, donc parmi les 8000 disparus en 1983, puisqu'ils ont des coiffes caractéristiques et quelques vêtements dont il subsistait des traces dans le charnier mis au jour, qui permettent d'affirmer que qu'ils faisaient partie des 8000 de Barzan, arrêtés l'été 83. En vous lisant, j'ai compris qu'en fait, effectivement, ça avait été une difficulté pour les survivants parce que elles ont longtemps nourri cet espoir que les personnes soient encore dans les prisons, voilà, peut-être torturées, mais en tout cas pas mortes. Oui, ça participe à la difficulté psychologique des rescapés d'ailleurs, parce que je me souviens, effectivement, pour certains, dans leur tête, Anfal n'a jamais cessé en fait, puisqu'on n'a pas à l'époque en particulier, la psychiatrie ou la psychologie en Irak, c'était proche de zéro, quoi. Le nombre de médecins spécialisés, il y en avait déjà très peu à Bagdad, et alors au Kurdistan, je vous en parle même pas. Donc, il n'y a pas eu toutes ces cellules de soutien psychologique qu'on peut avoir en France quand il y a un attentat terroriste ou des événements très traumatisants, et où en plus on a une culture du soin psychologique qui est plus que centenaire. C'est pas du tout le cas en Irak en général et au Kurdistan en particulier. Donc, tous les rescapés ont fait comme ils ont pu, souvent seuls face à leur souffrance psychologique qui était assez communément partagée par les rescapés, et sans compter pour les victimes des bombardements chimiques, ceux qui ont encore des séquelles en termes de santé tout aussi importantes 35 ans après. Et c'est en ça que moi j'ai trouvé que votre approche par le biais de témoignages personnels était particulièrement pertinente, parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la particularité de ce génocide qui a été le fait qu'il y a beaucoup d'armes chimiques qui ont été utilisées, ce qui fait que même les survivants sont encore impactés par ce qu'ils ont subi à l'époque, et leur descendance aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'utilisation de ces armes chimiques a induit, non pas sur les personnes qui en sont directement décédées, mais sur les personnes qui ont survécu, et aussi sur les personnes qui sont nées après. Alors sur les personnes et aussi sur les terres, parce que la qualité des terres, c'est aussi quelque chose qui induit beaucoup de choses en termes de santé sur les personnes qui vivent sur ces territoires. Exactement. Déjà, l'enquête sur le terrain s'est étalée entre 2013 et 2018. Donc j'y suis retournée après le premier séjour de 4 mois consécutifs, puisque j'avais quelques mois de congé en retard dont j'ai bien profité pour lancer l'enquête. Ensuite, je retournais au Kurdistan à chaque fois que j'avais des vacances. Mais je me souviens que dès 2013, d'un monsieur qui était devenu aveugle à cause des gaz chimiques et qui déballe 2 grandes poches en plastique sur tous les médicaments qu'il prenait en une semaine, quoi, des poches totalement remplies de médicaments divers et variés.
J'ai rencontré beaucoup de rescapés avec des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, des problèmes de digestion, qui ne pouvaient pas manger tout ce qu'ils voulaient. Enfin, les conséquences sur la santé des gaz chimiques sont énormes. Des membres inférieurs aussi et supérieurs aussi d'ailleurs, extrêmement gonflés avec des membres gonflés de façon démesurée, on va dire. Voilà, les conséquences au quotidien pour les rescapés des gaz chimiques, c'est extrêmement compliqué. Après, j'ai aussi, je fais état dans le livre d'une étude épidémiologique qui a été faite 10 ans après, donc en 1998, qui a été rendue publique en début 2002, je crois, où il est question d'un nombre de bébés trisomiques, un taux de bébés trisomiques multiplié par 2 par rapport à avant l'utilisation des gaz chimiques. Des insuffisances cardiaques et des cardiopathies multipliées par 4 en termes de taux toujours de prévalence. Alors le pire, et j'ai moi-même rencontré des témoins de victimes de ces problèmes-là, c'est les fausses couches pour les femmes. Nous sommes à 14 fois des taux de fausses couches 14 fois supérieurs à ce qui était mesuré auparavant. Et je me rappelle d'une dame à l'Abja notamment qui a fait fausse couche sur fausse couche, qui a eu quand même malgré tout 3 enfants au total après dans les années qui ont suivi. Mais quand je l'ai interviewée, cette dame, elle avait son plus jeune enfant de 7 ans à ses côtés, qui avait une tumeur au cerveau et un autre cancer. Alors, pour les médecins, il ne faisait aucun doute que c'était aussi les conséquences du bombardement chimique de la maman quelques années plus tôt. Donc voilà, on est pareil pour les cancers du côlon multipliés par 10, les leucémies multipliées par plus de 3. C'est un génocide qui continue à petit feu pour les victimes des gaz chimiques. Concernant la Terre, de la même façon, je ne me rappelle plus en quelle année, mais pareil dans la partie dans les reportages que j'ai fait sur Al-Abja, on a évoqué quelques années après le bombardement chimique, je ne sais plus en quelle année, parce que le gaz descendait dans les caves et c'était pas le meilleur endroit où se réfugier les caves. Et une maison qui avait été écroulée, un descendant avait voulu rentrer dans la maison et dans la cave en particulier pour chercher plusieurs années après, je ne sais pas quelle était sa motivation. En tout cas, il est mort. Et plusieurs années après, ça veut dire que des gaz sont encore stockés dans la terre ou dans des cavités dont ils restent prisonniers et donc le danger est encore là, quoi. Alors vous avez déjà évoqué cette phrase très forte qui a été prononcée par vous précédemment. Vous avez dit dans sa tête, Enfal n'a jamais cessé, mais c'est dans sa tête et dans son corps aussi, puisqu'on voit que les conséquences concrètes elles sont extrêmement nombreuses. À ce jour, quelles sont les reconnaissances, voire les compensations financières qui ont été mises en place pour les victimes? Parce que vous évoquiez cette personne qui doit prendre beaucoup de médicaments, ça a un coût évidemment, que ce soit pour l'estomac, pour les yeux, etc. Voilà. Est-ce que ces problèmes de santé sont pris en considération et donnent lieu à des compensations? Il y a aussi des gens qui ont eu des difficultés à obtenir des papiers parce que trop jeunes, avec des parents qui sont morts, qui n'ont pas eu de reconnaissance de leur existence. Voilà. Quelles sont les conséquences et les compensations sur ces aspects-là? Alors, les compensations financières de Bagdad, on peut dire qu'elles sont, pour ainsi dire, nulles, même si le nouveau régime a reconnu que les Kurdes avaient été victimes d'un génocide dans les années 2010-2011. Il y a une reconnaissance officielle du génocide, mais aucune traduction dans les faits en termes d'aide de la part de l'État irakien. Le gouvernement régional du Kurdistan aide à la mesure de ses moyens les rescapés des bombardements chimiques, donc ceux qui constituent pas non plus la majorité des rescapés, mais c'est pas à la hauteur des coûts que représentent les soins pour ces familles-là, quoi, qui sont bien souvent obligés de s'endetter. C'est assez compliqué. En termes de papier, je pense aussi
aux Faïli, qui ont été les premières victimes de la volonté génocidaire du régime bassiste dès la fin des années 60. Ils ont été déchus de leur nationalité. Il y a eu un décret en 1980 et on a eu 450 000 Kurdes Faïli déchus de leur nationalité avant d'être expulsés vers l'Iran. Après la chute de Saddam, ils ont été, même d'ailleurs à partir de 91, quelques-uns sont revenus, rares. Ils sont revenus un peu plus nombreux après la chute de Saddam. Ils étaient autorisés à récupérer leur citoyenneté irakienne, mais ça a été extrêmement compliqué parce que malgré tout, il y a quand même aussi un héritage de l'époque ottomane. On l'a vu avec la loi sur la nationalité dès 1924. L'Irakité, entre guillemets, qui est pourtant un pays créé de toutes pièces, était considéré comme normal pour les sunnites de façon générale. Ça a toujours été plus compliqué pour les chiites. Donc suspectés d'être des alliés potentiels de l'Iran et donc des ennemis de l'intérieur. Alors, quand en plus d'être chiite, vous êtes kurde, autant vous dire que, en dépit du changement de régime et du fait que le gouvernement irakien, depuis la chute de Saddam Hussein, est tenu principalement par les Arabes chiites, ça s'est resté compliqué très longtemps pour les Kurdes chiites Faïli, donc, d'établir qu'ils étaient effectivement irakiens avant d'être expulsés, puisque bien souvent les papiers avaient été brûlés ou détruits et que ça reste difficile pour eux, quoi. Alors, il y a aussi le rôle qu'ont joué les pays limitrophes, qui est une question intéressante à aborder, d'autant plus que ce sont des pays où se trouvent également des Kurdes, puisque c'est des territoires qui ont été pris au Kurdistan. Donc, quel rôle ont joué ces pays limitrophes, et plus particulièrement, du coup, la Turquie et l'Iran? Paradoxalement, un rôle moins néfaste qu'il ne peut le jouer aujourd'hui, je dirais. Déjà, recontextualisons, on est quand même, même si on est sur la fin de la guerre Iran-Irak, mais on est en pleine guerre Iran-Irak. Bon, d'abord, du côté des pays occidentaux, beaucoup soutenaient l'Irak dans sa lutte contre l'Iran. Donc, la vente des armes est passée avant toute autre considération, visiblement, pour le dire poliment. La communauté internationale a surtout réagi, en fait, quand les Kurdes ont fui en masse le Kurdistan irakien pour trouver refuge justement en Turquie et en Iran. Concernant la Turquie, d'abord, oui, juste avant de passer à la Turquie quand même, et pour être plus précise, puisque je parle de cette communauté internationale qui a réagi sur le tard, elle a surtout réagi quand la France a commencé à défendre la cause des Kurdes à l'ONU, sous la pression de Daniel Mitterrand, que les Kurdes appellent d'ailleurs la mère des Kurdes. Ils considèrent que c'est elle qui les a sauvés du génocide, par l'entremise de François Mitterrand, qu'elle a fortement sollicité après avoir visité le camp de Mardin, le camp de réfugiés de Mardin en mai 1989, donc qui est en Turquie, hein. Et c'est un camp que dirigeait justement Zuber Mahi, celui qui président de l'association franco-kurde d'Occitanie aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a invité à profiter de mes congés pour enquêter sur ce génocide et pouvoir le documenter pour le faire connaître aux Français, faire connaître aux Français ce qui s'était passé. En tout cas, de cette rencontre en mai 89, elle repart à Paris et dit à François, d'abord, il faut accueillir 1000 familles kurdes, 1000 familles de réfugiés kurdes en France, ce qu'il va faire. Et elle le pousse à ce que la France obtienne une no-fly zone au-dessus du Kurdistan pour que enfin cessent les bombardements chimiques et autres au-dessus du Kurdistan et que, à tout le moins, ceux qui le souhaitent puissent revenir au Kurdistan. Et c'est ce que la France va obtenir le 5 avril 1991, donc 6 semaines après l'arrivée des derniers Kurdes du camp de Mardin. En France, pour ces derniers Kurdes, c'est la famille de Zuber et sa famille, plus précisément, feront partie des derniers vols puisque ils ont tenu à partir en dernier pour que les autres Kurdes arrivent en France progressivement pendant 1 an ou 1 an et demi. Donc ça, c'est pour la prise de responsabilité enfin de la communauté internationale et donc sous l'impulsion au départ de la France.
Concernant plus précisément la Turquie et l'Iran. La Turquie cherchait déjà à rentrer dans l'Europe et l'accueil des réfugiés était une vitrine pour elle, en fait. Donc, contrairement à l'Iran qui avait toujours sa frontière fermée et donc on n'avait pas trop d'informations sur les Kurdes d'Irak réfugiés en Iran. En revanche, côté Turquie, beaucoup de journalistes et d'élus européens sont venus visiter, et pas seulement donc Daniel Mitterrand, sont venus visiter les camps de réfugiés de Kurdes irakiens en Turquie. Pour Ankara, je dirais, l'idée c'était de s'offrir une façade ou une vitrine qui pouvait peser dans l'adhésion de la Turquie à la communauté européenne. Mais très vite, la Turquie s'est rendue compte que les Kurdes irakiens, elle s'est rendue compte de l'influence des Kurdes irakiens réfugiés sur son sol sur la montée du sentiment national kurde en Turquie. Et donc, elle a assez rapidement changé son fusil d'épaule en faisant tout pour pousser les Kurdes réfugiés à rentrer en Irak, jusqu'à empoisonner le pain qui était livré aux réfugiés, pas à des doses létales comme on a pu le connaître par ailleurs en Russie ou ailleurs, parce que c'est le même poison qui était utilisé. Mais à des doses suffisantes, pour rendre les réfugiés malades et surtout les faire vivre dans l'insécurité. Une des filles de Zuber a d'ailleurs été malade à cause de ce pain contaminé. Ça a été quand je me souviens, enfin je fais une petite digression, mais quand on a interrogé, et puisqu'elle était ma traductrice, le responsable de la communauté des Kurdes Faili, il a évoqué des rations alimentaires données aux prisonniers qui servaient de monnaie d'échange pour contre les Faili expulsés, et donc ceux les plus jeunes qui restent prisonniers en Irak pour éviter tout problème avec les Faili. J'ai oublié le jour, mais en tout cas des rations aussi de nourriture empoisonnée avaient été livrées à des doses cette fois-ci létales. Et je peux vous dire que ça a été ce jour-là une traduction compliquée pour Kavout, ma traductrice, puisque ça a réveillé le souvenir douloureux du pain empoisonné qu'elle avait mangé enfant dans ce camp de réfugiés en Turquie. Voilà, ça n'a pas été simple pour les traducteurs qui ont travaillé avec moi. En tout cas, côté turc, c'est devenu cette vitrine qui avait pour but de faciliter son entrée dans la communauté européenne est devenue un handicap politique, et ils étaient très pressés de se débarrasser des réfugiés pour éviter d'alimenter le sentiment national kurde en Turquie. Côté iranien, l'Iran a été pour les Peshmerga, c'était une base de repli. Les montagnes côté Kurdistan iranien ont servi de base de repli pour les Peshmerga. Quand il y a eu les premiers bombardements chimiques sur le secteur de Sargalo-Bargalo, donc on appelle Anfal 1, les Kurdes ont fui vers l'Iran et ils étaient accueillis dans des camps de réfugiés. Ils ont été soignés en Iran. Donc c'est pour ça que je dis qu'à l'époque Turquie et Iran ont eu un rôle moins néfaste que vis-à-vis des Kurdes irakiens, que ça n'a peut-être le cas aujourd'hui où, à période régulière, on a des bombardements de la Turquie et de l'Iran sur le Kurdistan irakien aujourd'hui. C'était pas le cas à l'époque. Ils étaient plutôt au soutien finalement. C'est une des complexités aussi de l'histoire kurde, c'est d'être réparti comme ça entre 4 pays et de pas avoir de certitude en termes d'amis et d'ennemis. C'est-à-dire qu'au gré des politiques et des dictatures, c'est fluctuant de savoir sur qui on peut considérer comme un allié potentiel. Exactement, et ça permet, merci de cette question qui permet de faire le lien avec une date d'actualité, puisque le 24 juillet était commémoré le 100e anniversaire du traité de Lausanne, qui entérine la partition en 4 du Kurdistan, parce que je rappelle que en 1920, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont prévu la création de l'Arménie et d'un Kurdistan. Alors, un Kurdistan
je dirais effectivement une portion congrue de Kurdistan, puisque ça représentait le Kurdistan que les alliés entre guillemets avaient décidé d'accorder aux Kurdes, était prévu sur un quart à peu près des terres revendiquées par les Kurdes, des terres où les Kurdes sont majoritaires, hein, donc ils revendiquaient pas pour rien les Kurdes à l'époque, hein, déjà. Mais bon, en tout cas, 1920 a entériné la création du pays Kurdistan. Et donc ils ont fait volte-face en 1923 parce que vous aviez les nationalistes turcs qui ont continué à harceler les troupes françaises et anglaises en Mésopotamie, et que après la dislocation de l'Empire ottoman, et que de guerre lasse, le traité de Sèvres a été révoqué pour entériner la création de la Turquie dans ses frontières actuelles, et du coup la partition du Kurdistan dans 4 pays. Le Kurde de Souleymanié, qui représentait les Kurdes lors des négociations chargées de préparer le traité de paix avec feu l'Empire ottoman, avait prévenu, surtout ne divisez pas le Kurdistan, ça sera le prélude de massacres en série et de révoltes permanentes. Ceux qui cautionneront ça, les Occidentaux qui cautionneront ça, n'auront jamais la paix au Moyen-Orient si le Kurdistan est divisé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, à l'époque, lui, quand il fait cette prédiction dans son deuxième mémoire, Memento, il a fait 2 Memento en 1919 et en 1920 pour argumenter sur le pourquoi de la nécessité de créer le Kurdistan. Alors, vous dédiez aussi un chapitre de votre livre à la question du jugement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a été jugé à ce jour et selon quelles conditions? Est-ce que les commanditaires ont été jugés, les exécutants? Vous évoquiez déjà le fournisseur d'armes qui lui a été jugé. Oui, alors lui c'est la seule exception. Hein. Le procès en Irak, ils n'ont pas voulu d'un procès international, ils ont voulu juger eux-mêmes Saddam Hussein, Ali le Chimique et les dirigeants du régime de l'époque, si vous voulez. Hein. Il y en a eu 5 ou 6 condamnés à mort, donc dont Saddam Hussein et Ali le Chimique. Et pour Saddam Hussein, c'est bien le problème d'ailleurs, hein, parce que il a été condamné très vite pour l'exécution d'Arabes chiites dans le sud du pays. Sur des faits qui remontaient à 82, je crois. Mais en tout cas, c'est pour des crimes contre des Arabes chiites qu'il a été condamné et finalement exécuté très vite, hein, puisque son exécution est en décembre 2006, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, fin de l'examen de ses responsabilités concernant le génocide kurde, hein, puisque finalement il a été condamné et exécuté pour des crimes contre des Arabes chiites, mais sa responsabilité n'a pas du tout été étudiée au procès. Alors, ce qui n'est pas le cas quand même contre Ali le Chimique. Hein. Là, par contre, ils sont rentrés beaucoup plus dans les détails. Quelques ministres et responsables ont aussi été condamnés et exécutés. En tout cas, les dirigeants du régime ont été condamnés. Pour cela, moi j'ai interrogé pour le livre 3 des juges qui ont participé au procès. 2 étaient kurdes et 1 est un arabe chiite. Les juges, les magistrats, avant le procès, puisque l'enquête commence en 2004, les magistrats ont été formés pendant plusieurs mois dans des pays européens, se sont formés aussi sur les critères du droit pénal international. Bon, c'est que ça reste un procès qui a quand même été sujet à caution pour les défenseurs des droits de l'homme. Le fait est que ils ont été condamnés par la haute cour pénale irakienne, et que du coup les responsables du génocide ne sont plus là aujourd'hui. De difficulté aussi, alors que le régime a changé, pour reconnaître officiellement le génocide kurde. Ils n'ont pas fait le travail de mémoire qu'il y a pu avoir en France, par exemple, quand le général de Gaulle, François Mitterrand ou plus tard Jacques Chirac, en particulier Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de la France au-delà
du régime de Vichy, quoi. On était passé du régime de Vichy à la Ve République. Reconnaître une responsabilité morale, même si le régime a changé, c'est important pour les victimes. Et c'est ça qu'attendent les Kurdes, en fait. Ils attendent que le monde entier reconnaisse ce génocide, parce qu'ils ont besoin de ça pour se reconstruire. D'abord, ce n'est que justice, parce que c'est un génocide. Et c'est un génocide qui doit rentrer aujourd'hui dans les livres d'histoire. Parce que, d'abord, ça permet aussi d'avoir une vigilance de la communauté internationale. Quand les signaux d'alerte sur les génocides, on les connaît, hein, on sait comment ça commence, souvent par les mots, puis les actions. Et quand un génocide rentre dans les livres d'histoire, malgré tout, il y a un regard de la communauté internationale qui fait que quand les premiers signes apparaissent, elle est capable de taper du poing sur la table pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est pas une garantie absolue, mais ça serait quand même non seulement rassurant psychologiquement pour les Kurdes, et c'est aussi justice, c'est reconnaître ce dont ils ont été victimes. Et c'est un génocide qui doit rentrer dans les livres d'histoire au même titre que la Shoah ou que les génocides des Tutsis au Rwanda. On est sur des actions du même registre. Et il n'y a aucune raison que les Kurdes soient traités différemment. C'est important pour toutes les victimes parce que ça participe aussi de la reconstruction psychologique. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire pour vous poser ma dernière question qui est une question double. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les institutions pays qui reconnaissent ce génocide et nous dire quelles sont vos attentes avec la publication de ce livre en la matière? Alors, pour l'instant, on n'est que sur 6 pays qui ont reconnu le génocide. Donc, vous voyez, c'est très très peu. Le premier, c'est l'Irak. Donc, on peut au moins leur reconnaître ça, hein, même s'ils n'ont pas suivi cette reconnaissance morale d'indemnisation pour les victimes à la hauteur de ce que pourrait être le préjudice des victimes. Le Parlement irakien a reconnu le génocide le 24 juin 2010, pour être plus précise. Ensuite, c'est le gouvernement norvégien, le 21 novembre 2012, qui a reconnu que les Kurdes avaient été victimes d'un génocide. Après, on passe au Parlement suédois le 5 décembre 2012. La Chambre des communes du Royaume-Uni a reconnu le génocide le 28 février 2013. Et la Corée du Sud le 13 juin 2013. Alors, plus récemment, et nous passons là en 2023, le Parlement autrichien a reconnu le génocide kurde commis par l'État irakien. Simplement, alors c'est assez bizarre, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ils ont reconnu que Halabja, le bombardement chimique d'Halabja, en mars 1988, était un génocide. Et c'est le Parlement autrichien qui a pris cette décision symbolique, le 23 mars 2023. Bon, Halabja, vous l'avez compris, c'est une goutte d'eau dans l'ampleur du génocide kurde. Mais bon, c'est effectivement un fait majeur. D'ailleurs, il faut savoir que le bombardement chimique d'Halabja, au départ, n'était pas prévu dans l'opération Anfal, qui concernait que les villages. Les villes n'étaient pas prévues au départ. C'est un fait de la guerre Iran-Irak qui a finalement conduit au bombardement chimique d'Halabja et qui en a fait un événement majeur et spectaculaire du génocide, aussi parce que le lendemain, l'armée iranienne rentre dans Halabja avec quelques journalistes dans ses bagages et qu'il y a les premières images des corps étendus dans toutes les positions, dans les rues, dans les maisons. Les gens ont été figés par les gaz chimiques et donc par la mort dans la position, certains en train de prier, d'autres en train de manger, de d'étendre le linge, donc voilà, ils sont sous les cordes à linge. On est sur une partie du génocide qui a été documentée par des journalistes, par des photos, il y a des images. Donc effectivement, c'est peut-être plus facile de reconnaître un génocide quand il y a des images. Or, toute la partie qui a précédé et qui a suivi, tout comme tout ce qui s'est passé dans les années 70-80, n'a pas du tout été documenté parce qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de presse libre évidemment en Irak et que tout ça passe beaucoup par les témoignages. Mais si on n'écoute pas les victimes, d'où aussi mon choix
donner la parole aux victimes, puisque la justice ne leur a pas donné la parole. Je leur donne la parole dans mon livre. C'est important qu'elles puissent s'exprimer. Donc là, vous nous avez listé les pays qui ont reconnu le génocide. Comme vous l'avez évoqué, c'est extrêmement peu. Hein. Est-ce que vous allez vous servir de votre livre aussi pour tenter de sensibiliser des politiques en France et pourquoi pas obtenir que la France, à son tour, reconnaisse ce génocide ? Alors, je dois vous avouer que oui, c'est un livre de journaliste, mais c'est aussi un livre militant. Mon but, en enquêtant sur le génocide kurde, c'était d'abord de le documenter, d'établir, parce que je voulais quand même le vérifier par moi-même. Hein, je voulais, parce que bon, que les Kurdes le disent, c'est une chose, mais je voulais aller un peu partout, voir de façon indépendante ce qu'il en était pour pouvoir me faire mon opinion par moi-même. Moi, ma conclusion, c'est qu'ils ont bien été victimes d'un génocide au regard du droit pénal international. Et mon but, effectivement, à travers ce livre, est d'alimenter le débat en France sur la reconnaissance officielle du génocide kurde par la France. Et la France, je dirais que c'est un enjeu majeur en termes de justice et de droit pour cette reconnaissance, parce que quand la France bouge sur la question kurde, c'est le monde qui bouge. Donc je pense que la France doit être au cœur des efforts d'information, et donc les Français doivent être au cœur des efforts d'information des Kurdes et de tous, des historiens, des journalistes qui travaillent sur cette question, parce qu'on a vu en 1991 que c'est la France qui a réussi à convaincre à l'ONU les pays partenaires qu'il fallait voter une no-fly zone au-dessus du 36e parallèle. C'est ce qui a permis d'arrêter, de mettre un point final au génocide contre les Kurdes irakiens. Donc, quand la France s'engage sur cette question, ça peut bouger au niveau international. La plupart des Kurdes que j'ai rencontrés, des rescapés que j'ai rencontrés, je les ai tous filmés aussi. Et je leur ai demandé, mais bon, je vais écrire un livre sur l'histoire, sur le passé, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté internationale ? Et tous m'ont dit, il faut que la France et le monde reconnaissent le génocide kurde. On a besoin de ça. C'est important. C'est une mesure qui ne coûte rien. Là, je parle des députés et sénateurs français. On est donc ces parlementaires qui font les lois, qui parfois prennent des décisions symboliques. Là, pour le coup, c'est une décision symbolique très importante qui ne coûte à rien à l'État, mais qui dit le droit, qui dit la justice et qui dit l'humanité. On a une classe politique extrêmement divisée, fragmentée, effectivement. Mais moi, je m'adresse à la classe politique comme je me suis adressée aux Kurdes et au gouvernement régional du Kurdistan en particulier, quand je leur ai dit, je veux faire un livre pour tous les Kurdes, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses. Le génocide kurde, les bombes de Saddam Hussein, elles demandaient pas en dessous là qui vote PDK ou qui voudrait voter s'il avait la possibilité de le faire PDK, UPK, PKK, Goran qui n'existait pas encore à l'époque ou qui n'a pas envie de voter parce qu'il est dégoûté de la politique. Dans certains villages, il y avait des chrétiens et des musulmans qui vivaient dans le même village. Ils ont été victimes de la même façon. Des yézidis, pareil. Il n'y avait pas de distinction. C'est pas un sujet politique, le génocide kurde. C'est pas un sujet politique. En Irak, au Kurdistan irakien, et ça doit pas être un sujet politique en France, parce que vous soyez de gauche, de droite, écologiste, tout ce que vous voulez, on est sur un sujet d'humanité. C'est ce que j'ai envie de dire aux députés et sénateurs, c'est vous qui vous déchirez sur plein de sujets. Et politiquement, à raison. C'est normal qu'il y ait des différences politiques sur les retraites, sur la façon de traiter l'environnement, le réchauffement climatique, l'économie, etc. La reconnaissance officielle du génocide kurde, on s'en fiche de savoir pour quel parti, avec quel parti vous avez été élu. C'est une question d'humanité. Reconnaître le génocide kurde quand on est un parlementaire français ou une parlementaire français, c'est pas défendre une idée politique, c'est défendre le droit et la justice, quoi. Et ça ne coûte rien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les élus,
mettez de côté vos différences sur cette question et votez la reconnaissance du génocide kurde, comme vos prédécesseurs ont voté la reconnaissance du génocide des Arméniens en 1915. Ça a été fait 85 ans après le génocide des Arméniens pour ce qui concerne le cas des Arméniens. Pour les Kurdes, ça fait déjà 35 ans et c'est quelque chose qui doit se faire le plus rapidement possible parce que vous savez ce qui s'est passé avec Daesh, qui s'en est pris en particulier aux Yézidis. Donc les Yézidis, on est sur une religion qui est la religion d'origine des Kurdes avant l'arabisation et l'islamisation des siècles précédents. Là, je parle bien avant le XXe siècle. Et ben, comment ça s'est passé avec Daesh d'abord? Ce sont des anciens officiers bassistes, donc sunnites, qui ont rejoint, qui étaient laïcs à l'époque. Et qui se sont, quand il y a eu le changement de régime, le sentiment de résilience des Arabes chiites n'est peut-être pas à la hauteur de celui des Kurdes, et il y a eu quelques velléités de vengeance contre les Arabes sunnites, qui, étant à leur tour stigmatisés, ont été poussés pour beaucoup dans les bras de Daesh. Et donc, les méthodes d'extermination contre les Kurdes dans les années 70-80, c'est eux qui les ont mises en œuvre, qui les ont remises en œuvre avec Daesh contre les Yézidis en particulier. Donc c'est une histoire qui continue et qui continuera si la communauté internationale ne crée pas un interdit au bénéfice des Kurdes, quoi. Pas touche aux Kurdes. C'est simple, on peut pas dire autre chose. Alors on va redonner le titre de votre ouvrage, donc qui s'intitule Un génocide oublié, la voix brisée du peuple kurde. Et pour l'avoir lu, je vais me permettre de conseiller aux personnes de se l'acheter, de se le procurer, mais aussi pourquoi pas de l'acheter et de l'offrir à leurs élus locaux ou nationaux, parce que comme vous venez très brillamment de le dire, il y a un enjeu qui est énorme et la France pour un jour, si elle opte pour la reconnaissance de ce génocide, s'enorgueillir d'avoir été parmi les premiers États à le faire et c'est ce qu'on se souhaite pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup Béatrice Dilis d'avoir accepté notre invitation. Voilà, j'insiste encore une fois, mais voilà, vous avez vraiment réalisé un travail de grande qualité. Donc voilà, encore une fois, j'invite les personnes, même si on a été assez exhaustif dans ce podcast et que beaucoup de thématiques ont été abordées. Vous le disiez précédemment, voilà, de pouvoir accéder à des témoignages, c'est vraiment ce qui permet de mesurer l'ampleur de l'horreur et c'est important de s'y confronter, même si évidemment la lecture parfois peut être un peu difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas nécessaire. Oui, je vous remercie. J'ajoute qu'il y a quand même des belles histoires dans ce livre. Il y a aussi des Kurdes qui ont eu la vie sauve, des gens qui ont été sauvés. Il y a des gestes héroïques. Donc effectivement, c'est un livre dur à lire, douloureux. Mais c'est un livre nécessaire avec aussi des histoires qui finissent bien et j'invite tous vos auditeurs et toutes vos éditrices à le lire moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci Béatrice Dilis. Merci, au revoir. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.